J'ai le podcast Spicy Fortuna que je fais avec Willy Rex, Euge et Alvaro, qui sont 3 créateurs de contenu très connus. Et actuellement, nous sommes le podcast d'affaires en langue espagnole le plus important du monde en termes de vues. Notre podcast a été créé pour parler de business, d'entreprise et d'économie. Je suis le seul à parler un peu de politique, quand je peux, non ? Mais je viens dire ici que je suis censuré. Mes associés dans le podcast ne me laissent pas parler de politique. Alors, les associés, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les associés? Tu as dit... Marc, que la politique est extrêmement liée aux affaires et à l'entrepreneuriat. Absolument, de nombreux grands entrepreneurs ont grandi grâce au secteur public. Pour moi, ce n'est pas être entrepreneur, mais plutôt un fonctionnaire externe. Si tu crées une entreprise de sécurité et que l'État t'attribue tous les contrats, c'est une externalisation du service public. Pas une entreprise privée, à mon avis. Jusqu'à quel point une femme est-elle libre ou non quand elle se couvre de la tête aux pieds et qu'elle se cache entièrement? Nous n'avons pas abordé ce sujet, mais décide-t-elle librement? Non? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Factoria. Aujourd'hui, nous accueillons Marc Urgel, président-directeur général du groupe Avast. Comment vas-tu, Marc? Comment ça va, Jota? Tu vas bien? Tout le monde m'a dit de ne pas venir à ton podcast. Je ne sais pas ce que tu fais, mec. Mais je ne sais pas, mec. On essaye de ne pas avoir la langue dans sa poche. Tu as peur, hein? J'ai souvent peur de publier des choses que je publie moi-même. Oui, je l'ai. C'est bon signe. Ce n'est pas mauvais, parce qu'en vérité, j'aimerais pouvoir dire plus de choses. Et souvent, je me retiens. Et pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Raconte-moi les conséquences. Il y a des conséquences. Malheureusement, je ne suis pas encore un entrepreneur assez prospère pour ne pas dépendre de mes chaînes YouTube, donc j'ai peur qu'on me les supprime. À Victor, alias Wall Street Wolverine, Meta désactive son compte Instagram toutes les 2 minutes. C'est incroyable le niveau de censure qu'il y a, mec. C'est incroyable, mec. Mais surtout, le problème avec Instagram, c'est qu'Instagram agit comme un porte-voix, D'accord? plateforme permettant d'atteindre beaucoup de gens et de vendre. Par exemple, le Forum économique de Madrid, si je me mets à la place de Victor Andorra Economic Forum RAX, il te critique tellement que tu hallucines. Mais bien sûr, si on t'enlève YouTube, YouTube c'est un média, je crois que c'est 60% de mes revenus aujourd'hui si on m'enlève YouTube. Littéralement, je devrais licencier ici Bourou, je devrais tout arrêter, alors je ne saurais pas comment... Enfin si, je saurais, parce que face à une situation difficile, l'instinct de survie ressort toujours et on sait comment gérer ça. Mais ce serait un gros coup dur, donc oui, ça me fait peur. Mon collègue j'y pense depuis un moment. L'essentiel est de contrôler directement ton audience. Par exemple, Telegram ou les emails de ton audience sont essentiels, car tu peux contacter directement les gens sans censure d'intermédiaire. Non, Telegram est assez ouvert, mais YouTube, Instagram et Facebook n'agissent que quand ils le souhaitent. Et tu es mis dehors? N'est-ce pas? Où ils disent « Maintenant, tu dois payer » et tu devais payer YouTube pour avoir le... Est-ce qu'il y a déjà eu un cas comme ça? C'est une stratégie courante. Google, par exemple, a d'abord offert gratuitement un service de messagerie, puis l'a monétisé. Ils te rendent dépendant de ce service, et une fois que tu es dépendant, ils te font payer, et tu n'as pas d'autre choix que de payer. C'est pourquoi faire dépendre ton entreprise d'une seule plateforme est un gros risque. Laquelle, en plus, n'est même pas sous ton contrôle. À tout moment, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, sans prévenir. Et tu es automatiquement dehors et... Tu ne peux pas aller frapper à la porte de Monsieur Meta. Monsieur Meta, rends-moi mon compte. Non, n'envoie pas de burofax, suis la procédure. Ils répondent tard et ne te compensent pas entre-temps. J'en parlais avec Victor, et je ne pense pas que ce soit Meta États-Unis. Là-bas, ils tolèrent beaucoup de bêtises. C'est bien. Que l'algorithme de là-bas m'arrive. Oui. Tu hallucines? C'est l'Espagne. C'est ici. Oui, bien sûr. Ici. Un compte ne tiendrait-il pas avec ça? Par exemple, Candle and Showings en Espagne. Non, ce n'est pas possible. Ce serait totalement impossible. Nous sommes dans une période de censure très forte, mais seulement d'un côté, c'est-à-dire qu'il y a 2 côtés ici. En résumé, le côté droit est vraiment dans la merde. Ou alors, la distinction droite-gauche est devenue floue. C'est très compliqué, non? Mais je veux dire tout. Ce qui concerne les idées libérales, ce qui concerne par exemple les idées anti-immigration, et il y a des positions anti-immigration qui sont super censurées. Alors qu'au contraire, toutes les idées opposées ne sont pas seulement non censurées, mais aussi subventionnées. Je dis toujours qu'en tant que créateur de contenu, tu peux être avec ou contre le pouvoir. Si tu es du côté du pouvoir, c'est très facile. On te donne même des subventions, on te facilite les choses, on te donne de la visibilité. Mais si tu es contre le pouvoir, on te censure. Évidemment, 0. Contrat public. Impossible d'avancer si tu es contre le pouvoir. C'est dur, mec. Peut-on vraiment s'en rendre compte? Quand tu regardes les programmes qu'ils ont ici sur le pod du Micropodimo, là tu te dis mince.
Ces gens reçoivent des financements, figurent sur la liste Forbes, mais n'ont pas l'audience de programmes comme celui-ci, Red Pill, Xcancel ou Worldcast. Curieusement, Podimo nous a sponsorisé. Je crois qu'on n'a pas fini par mettre Podimo, mais ils ont sponsorisé le podcast. Mais ensuite, en voyant le type d'audience, ils nous ont laissé tomber et ont dit « Vous n'êtes pas le profil ». Pas pour que le public soit au courant. En plus, être le président directeur général du groupe Avast. J'ai le podcast Spice et Fortuna que je fais avec Willy Rex, Euge et Alvaro, 3 créateurs de contenu très connus. Et actuellement, nous sommes le podcast business en langue espagnole, le plus important du monde en termes de vues. Donc, Littéralement, et en fait, quand j'étais sur Prime, j'étais le 3e podcast le plus écouté d'Espagne en nombre total de vues. Je dois admettre que c'est un peu de la triche, car Worldcast faisait bien plus de chiffres que moi sur le contenu long. Avec les shorts, je gagnais 1 million, 2 millions, donc je faisais 25 millions de vues par mois. bien sûr. Seul Jordi Wild, Spice et Fortuna étaient au-dessus de moi. C'est là que je les ai rencontrés et je me suis dit que j'allais les surveiller. Voyons. En vérité, notre podcast a été créé pour parler de business, pour parler d'entreprise, pour parler d'économie. Je suis le seul à parler un peu de politique, quand je peux, non. Mais je viens dire ici que je suis censuré. Mes associés dans le podcast ne me laissent pas parler de politique. Mec, écoute, Voyons. Et qui donc? Les associés? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe avec les associés? ils m'ont censuré. J'ai dit que je venais avec toi, ils m'ont prévenu. Fais gaffe. J'ai répondu, tranquille, aucun souci. Mais ils n'écoutent pas. Je salue la team de Spicy que j'ai aussi ressenti à ma façon. Et c'est pour ça que je me suis laissé censurer. C'est-à-dire, je comprends que c'est un podcast sur le business et l'économie, même si la politique est très liée au business et à l'économie. Beaucoup trop. Mec, Beaucoup trop. Mais je comprends que notre audience cherche plutôt à parler de marketing, d'entreprise, de business, d'investissement, plutôt que de politique. Mais parfois, et surtout avec toutes les excuses que Pedro Sanchez il me donne vraiment beaucoup d'excuses pour parler de politique. C'est que son frère a été mis en examen, sa femme aussi, Abalos, Zerdan, et maintenant ils disent que la caravane de son frère était à la Moncloa. Ce sont des choses vraiment folles. Franchement, je ne veux pas parler de politique, mais il m'y oblige, ou alors il tire un sur Charlie Kerr. Mec, il faut parler de politique. totalement, mec, totalement. Je vais te dire que c'est en faveur de tes associés. Je dois dire que je dois faire face à toute une série de circonstances qui sont très défavorables. Mec, par ne pas m'auto-censurer, et croyez-moi, public, je le fais. Mais par exemple, mec, beaucoup de sponsors, moi j'ai 3 personnes qui me cherchent des sponsors et je n'en trouve pas. Au final, ils se rétractent tous. En Espagne, ce basculement vu aux États-Unis n'a pas encore eu lieu. Une marque osera-t-elle un jour dire merde? Ça m'intéresse parce que le public de ce gars, c'est des gens qui veulent entreprendre, c'est un public qui veut réussir, c'est un public qui veut devenir quelqu'un dans la vie. Et au final, ce sont ces gens-là qui peuvent vraiment t'acheter, mais ici, en Espagne, les marques ont très peur. Mec, je comprends, Spice Fortuna, il dit qu'il reste plus neutre, plus équilibré et n'a pas à gérer les problèmes de ce salaud de Jota. Je vais te dire un truc aussi, hein. Au final, les 4 de Spacey, c'est notre activité secondaire, c'est-à-dire qu'on a tous une activité principale. La vie est-elle vraiment réglée? Si on me sponsorise, tant mieux, sinon peu importe, non? Ce n'est pas tant la censure qui limite les discussions politiques, mais plutôt l'audience. On ne veut pas que le public arrive polarisé ou qu'on parle de Pedro Sanchez ou de choses plus banales de la politique. On aime parler business. Ce que tu disais sur les sponsors, oui, je l'ai beaucoup vécu. Je co-organise aussi l'Andorra Economic Forum et le Madrid Economic Forum avec Victor, et on a constaté que les sponsors ont peur. En Andorre, on a Mora Bank et des entités solides, car on ne s'implique pas trop en politique. Au Madrid Economic Forum, seul Bit de Meu a vraiment osé être sponsor principal, contrairement aux autres. Tu frappes à la porte d'une banque Santander et ils disent « Je ne vais pas sponsoriser un projet qui traite d'immigration et de politique. On ne sait jamais, il pourrait m'associer à Dépendé, tu vois ?» Donc bien sûr, cette association de marques, en parlant politique et en polarisant, je comprends le directeur marketing de Santander ou d'une entreprise. Qu'ils disent « Je ne veux pas être ici », je comprends et respecte, c'est la conséquence de parler. Au final, sans parler clairement, tu restes dans un no man's land sans public pertinent. N'as-tu pas fait tout à l'heure une remarque que j'aimerais approfondir? As-tu dit, Marc, que la politique est extrêmement liée aux affaires et à l'entrepreneuriat? Absolument, absolument. Développe cette réflexion. Pablo Iglesias appelait cela le capitalisme de copains. Et je suis d'accord. Il n'y a pas beaucoup de grands entrepreneurs qui ont vécu et grandi grâce au secteur public. Pour moi, ce n'est pas être un entrepreneur, pour moi, c'est être un fonctionnaire, pour ainsi dire, externe, non? En fait, créer une entreprise de sécurité qui reçoit tous les contrats de l'État, c'est externaliser le service public, pas créer une vraie entreprise privée. À mon avis, non.
Donc je pense que tout cela a mené à ça. En tant qu'entrepreneur, il faut de bonnes relations avec le secteur public pour décrocher des contrats et en vivre. Et donc au final, le secteur public finit par financer, finit par payer, pour ainsi dire, la facture du secteur privé. Et pour moi, c'est un signe que le secteur public et la politique sont trop proches du secteur privé. Et c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et en plus, les gens ne se rendent pas compte que toutes les politiques de gauche, toutes les politiques d'augmentation, les impôts sur les grandes fortunes ou sur les entrepreneurs, etc., ne profitent qu'aux entrepreneurs ayant des contacts au sein du gouvernement et aux grandes multinationales qui peuvent payer plus d'impôts. Ils s'en fichent littéralement et c'est le petit entrepreneur que tu étouffes au point qu'il doit peut-être fermer. Ce que tu fais, c'est que tu monopolises le business et le marché pour ce que tu veux et tu essayes de détruire les autres. C'est que la régulation et la pression fiscale, ce qu'elles pénalisent principalement, ce sont les petits entrepreneurs et les indépendants. Le grand entrepreneur est bien protégé, il a des filiales à l'étranger, il a des structures, il a des mécanismes pour payer moins, alors que le petit, non. Donc, à chaque fois qu'ils prennent et font une nouvelle règle, qu'ils font un nouveau règlement, qu'ils font une nouvelle loi, celui qui est vraiment pénalisé, c'est le petit. Ça me fait rire, surtout avec un gouvernement socialiste qui, soi-disant, favorise les grands et non les petits. Pour moi, l'essentiel est que le secteur public, le gouvernement, prend sans cesse des décisions pour renforcer sa position. C'est-à-dire, toutes les lois qui sont créées améliorent la position du gouvernement, dans tous les cas, mais jamais celle du citoyen. Et je ne vois pas, c'est-à-dire, je ne comprends pas comment les gens ne le voient pas, ne voient pas. Tu sais ce qui se passe? Comme beaucoup de personnes dépendent de l'État, quand on renforce le gouvernement, c'est-à-dire l'État, est-ce qu'elles sentent qu'elles se renforcent elles-mêmes? Alors, Il est très compliqué de briser cette matrice mentale que possède une grande partie de la société espagnole, jusqu'à ce que ce réseau de clientélisme commence à mal fonctionner, comme en Argentine. si YouTube te disait que pour pouvoir faire cette émission, tu dois mettre ici une plaque YouTube pour leur faire de la publicité, tu le ferais? C'est une très bonne question, je devrais y réfléchir. Si on ne te coupe pas la chaîne, Oui, je le ferai, bien sûr. bien sûr, parce que tu dépends de YouTube, n'est-ce pas? Exactement. Sur cette chaîne, Pas trop sur Red Pill. Oui, ça me saoulerait vraiment. si tu dépends de l'État et qu'il te demande de danser comme un singe, tu le feras? Justement, la grande dépendance de la population envers le gouvernement sert à contrôler la population. Et c'est ça l'objectif, te rendre plus dépendant pour te rendre plus contrôlable. Pour moi, c'est clairement ça la manœuvre, mais c'est une manœuvre qui se produit depuis des temps immémoriaux. D'abord avec la religion, puis les dogmes politiques, comme le wokisme. Et tout cela, Totalement marque en Andorre, tout cela du wokisme et tout ça n'est pas encore arrivé, n'est-ce pas? eh bien, en Andorre, au final, nous sommes un très petit pays. Nous sommes 89 000 habitants. Nous sommes là, dans les Pyrénées, entre la France et l'Espagne. Donc, intégrés en Europe, nous ne faisons pas partie de l'Union européenne, mais nous sommes en Europe. Et nos coprinces sont l'évêque de la Seu et le président de la République française. L'influence européenne en Andorre est très forte. Même si l'Andorre a une population traditionnelle, le wokisme reste éloigné de nous. Petit à petit, par effet de contagion, ça s'imprègne pratiquement. Et en fait, nous avons un parti socialiste en Andorre. Nous avons quelque chose de similaire à Podemos en Andorre, entre guillemets. N'est-ce pas? Et petit à petit, ça prend. Une récente actualité évoquait que l'État financerait les changements de sexe pour motif de genre. C'est récent en Andorre, où l'évêque de la Seu est coprince. C'est un pays où l'avortement est interdit, mais changer de sexe est permis. C'est étrange, non? Évidemment, selon ta position et ta politique extérieure, tout ce qui se passe en Europe finit par t'affecter. Actuellement, un débat anime l'Andorre. Faut-il plus s'intégrer à l'Europe? La population est contre, le gouvernement pour. Je pense que le oui serait une bonne idée si l'Europe était différente. Mais elle ne me plaît pas telle qu'elle est. Je crois que tout rapprochement avec l'Europe était négatif, elle est à la traîne, et le sera encore dans 10 ou 15 ans. Ce sera un musée pour que les gens viennent en vacances. Et nous serons les meilleurs pour servir des bières, et les meilleurs pour préparer des patatas bravas, les meilleurs. Mais le fera-t-on? Qui viendra? Des Chinois, des Américains et peut-être des Nord-Européens viendront. Mais nous restons la destination touristique idéale, avec plage et serveurs. Parce que l'Espagne n'innove en rien. Et là, tu inclus aussi la France, l'Allemagne, tu inclus toute l'Europe ou tu parles spécialement de l'Espagne? Eh bien, je pense que la chance de l'Espagne, c'est qu'elle a la plage. C'est un facteur différentiel. Mais la France, c'est pareil. La France, je crois que c'est comme l'Italie, non? À moins que Mélanine change les choses, non, mais je pense que nous resterons comme cette région géographique qui, autrefois, était incroyablement prospère. Je pense qu'on va finir comme ça. Oui, et c'est dommage.
Tu es pour l'Union européenne? Une question, Marc. Pardon? Avant d'entrer dans ce petit sujet, tu es né en Andorre, tu es andorran? Non, je suis né à Barcelone. D'accord, parce que tu as dit nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes. C'est que ça fait 13 ans ma vie d'adulte s'est surtout passée en Andorre. Je me sens comme l'un d'eux, même si je n'ai pas de passeport, parce que je ne suis pas national, mais je me sens comme l'un d'eux. Je me bats pour ce territoire auquel je tiens, car c'est le pays qui m'a vu grandir, prospérer, et qui m'a en partie permis d'être là où je suis. Faut toujours être reconnaissant, non? Quel âge as-tu? J'ai 35 ans et je vis en Andorre depuis mes 22 ans. Tu y es depuis tes 22 ans? Eh bien, tu te conserves bien, hein? Je pensais que tu étais de ma génération, plus ou moins. C'est le froid d'Andorre, qui te fait bien te conserver. Oui, mais ce que tu disais, non qu'Andorre, la position d'Andorre face à l'Union européenne, pour moi c'est clair. Tant que l'Europe reste ce qu'elle est, je ne m'en approcherai pas. C'est mon avis, mais Qu'est-ce que tu veux dire par ce qu'elle est? Développe. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans l'Europe? l'Union européenne, à l'origine, c'était une bonne idée. Revenons un peu en arrière, d'accord? Première guerre mondiale, Grande Guerre, Seconde Guerre mondiale, dévastation et mort. Non, les guerres sont mauvaises parce que les gens meurent et les populations disparaissent. C'est mauvais. Ça dépend. Je veux que ce soit clair. Clair pour la population en général. Mais pour ceux qui les provoquent, elles sont peut-être bonnes. C'est pour ça que tu ne viens pas ici, parfois. C'est pour ça qu'on t'a recommandé de ne pas venir ici. Non, non, non. Je sais bien que pour ceux qui vendent à des armes, la guerre est bonne, et pour les entreprises qui fabriquent des chars, la guerre est bonne. Et pour ceux qui les financent aussi? Bien sûr, mais pour la population en général, qui est ce qui m'intéresse, c'est mauvais. Nous venions donc d'une controverse importante entre l'Allemagne et le reste des pays. Et il est décidé de créer tout d'abord une organisation pour nous unir au niveau commercial et économique, que beaucoup de gens appellent le capitalisme. L'économie est la meilleure façon d'éviter les guerres, parce que si tu parviens à établir du commerce entre plusieurs pays, l'incitation à détruire ce commerce, c'est-à-dire à faire la guerre, va à l'encontre de cela. Donc, ce que fait l'Union européenne dans un premier temps, et qui se consolide ensuite comme Union européenne, c'est d'essayer d'éviter qu'il y ait des guerres, des conflits en Europe. Et cet objectif me semble très bon. On crée des liens commerciaux, on devient amis, on gagne de l'argent ensemble, la population profite de meilleurs services et produits moins chers, tout le monde y gagne. Jusqu'ici, tout va bien. Quel est le problème ? C'est que l'Union européenne, tout en unissant les pays et en évitant les guerres, présente aussi des limites. Elle sert aussi à ce que les grands lobbies puissent influencer un territoire plus vaste qu'avant. Imagine que tu es une entreprise pharmaceutique, d'accord? Avant, il fallait parcourir chaque pays en soudoyant ou convaincant, d'accord? Ceux qui décident si ton produit peut entrer facilement, d'accord? Maintenant, tu dois juste convaincre une seule personne à Bruxelles qui s'appelle Wonderland. Si Wonderland dit d'accord, tout le reste est réglé. Donc, c'est aussi une forme de pression pour les lobbies, beaucoup plus simple. Donc moi, la partie des lobbies ne me plaît pas, la partie bureaucratique ne me plaît pas non plus. C'est-à-dire qu'il y ait des milliers et des milliers de fonctionnaires du public européen qui gagnent beaucoup d'argent à nos dépens, ça me semble être du gaspillage d'argent. J'ai été à Bruxelles, je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai des amis qui ont travaillé à Bruxelles et je sais comment ça se passe. Il y a de nombreux bureaucrates qui déplacent des papiers, rédigent des rapports inutiles et défendent surtout les politiques de leur parti plutôt que celles de l'Union européenne. Alors, gaspiller l'argent de toute la population qui se lève tôt chaque matin pour ouvrir son commerce là-dedans, je trouve ça honteux. Il y a déjà trop de politiciens en Espagne. Alors si en plus on rajoute la couche supranationale européenne, moi la partie bureaucratique européenne, je n'aime pas ça. L'idée initiale, j'adore, mais c'est que c'est devenu autre chose, non? Que penses-tu de la désindustrialisation de l'Espagne après son entrée dans l'Union européenne? Car les gens critiquent Francisco Franco, mais sous Franco, l'industrie était très puissante. Oui, mais la comparaison est très mauvaise, c'est-à-dire que ce sont des époques différentes dans le monde. Oui? Pourquoi? Avant, notre industrie était meilleure, mais avec l'entrée dans l'Union européenne et la transition, elle a disparu. Je ne viens pas défendre l'autre camp. En disant oh énorme, Franco, je t'embrasse les couilles, non? Mais avec du recul, je me rends compte qu'on avait une industrie bien plus puissante que celle qu'on a aujourd'hui. on peut évoquer les années 80 après Franco, avec une industrie forte, mais cela a pris fin surtout dès les années 90. Mais ce n'est pas tant l'Union européenne en soi, c'est plutôt le libre marché. Non, tu sais que je suis libéral, ça a un sens pour moi, avec quelques nuances. Bien sûr, au moment où le monde se mondialise, ce qu'on appelle la mondialisation, tu es capable de produire en Chine et de l'amener ici en un clin d'œil, d'accord? Alors, qu'est-ce qui a plus de sens qu'une personne en Espagne soit en train de coudre des maillots de football? D'accord? Qui touche un salaire décent et qui a droit à un logement décent.
d'accord? Ou qu'une personne en Chine ou en Asie du Sud-Est le coûte à un prix bien inférieur pour le consommateur, que le coût de production soit moins cher, c'est bien. Donc si tu spécialises chaque pays en fonction de ses caractéristiques pour produire une chose, d'accord. Tu rends le marché plus efficace pour que le consommateur puisse acheter un t-shirt à 10 euros chez Zara ou Mango. Et ça, c'est bien parce que si toute la production textile était en Catalogne ou en Espagne, le t-shirt te coûterait beaucoup plus cher. Pour une question de coût, d'accord. Donc est-ce que je veux qu'une entreprise déplace son industrie dans un pays où les coûts sont plus bas? Ça me va, car il y a aussi un autre facteur. Dans ce pays, ils étaient pauvres et mouraient de faim. Et maintenant, grâce à ce déplacement, dans ce pays, ils ne sont plus pauvres et ils ne meurent plus de faim. Du coup, le pauvre y gagne parce que tu le sors de la pauvreté. Le consommateur occidental en profite aussi grâce à un prix plus abordable. C'est la théorie et la théorie est correcte. La théorie est correcte. Bien sûr. Maintenant vient la pratique. Qu'est-ce que je disais? En Espagne, il faut se concentrer sur des secteurs à forte valeur ajoutée. D'accord? Serveur, restaurateur. C'est-à-dire, moi, bien sûr. Au final, l'idée était qu'ici, nous développions des microprocesseurs et que nous fassions de la haute technologie. Mais au final, je regarde ce qu'il y a en Espagne. Ce que nous avons en ce moment, c'est une industrie basée sur le service et sur un service de qualité, à mon avis. Pas low cost, mais pas non plus dans la haute gamme, pour ainsi dire. Bien sûr, tu te dis que tu as supprimé l'industrie, tu dépends de l'extérieur et tu n'as même pas fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire, l'idée était bonne, mais l'exécution ne l'a pas été. Merci. J'ai des réticences envers le libre marché, je le sais. C'est pourquoi je participe avec envie à ce podcast. D'accord. Mais l'idée, c'est que je crois en... Le libre marché. Tant qu'on reste dans ce cadre, D'accord. nous ne pouvons pas. Par exemple, pour moi, Donald Trump n'est pas un champion du libre marché. Il ne veut pas concurrencer la Chine à armes égales, ce qui, à mon avis, est une bonne chose. Ce n'est pas que, messieurs, je ne dis pas que je sois fan de Donald Trump, mais dans ce cas précis, je pense qu'il a raison. Permets-moi de nuancer. Un président n'est pas là pour instaurer le libre marché, mais pour défendre sa population. Ici en Espagne, ce n'est pas très clair pour nous, parce qu'ici on s'est un peu perdu dans le wokisme et tout ça, n'est-ce pas? Bien sûr, C'est normal de ne rien comprendre ici avec Pedro Sanchez au pouvoir. Donald Trump ne défend ni le libre marché, ni l'interventionnisme, mais ce qu'il juge le mieux pour sa population. Sur ce point, je le respecte, même si je ne partage pas toujours ses mesures. Mais parlons du cas de la Chine. D'accord? Nous parlerons en tant qu'Européens, pas en tant qu'Espagnols, distinguant ainsi ces deux identités. Pour moi, l'Espagne, la France et l'Allemagne sont distinctes. Je n'aime pas qu'on nous considère comme un ensemble et je ne pense pas que ce soit bon, mais c'est un autre sujet. En tant qu'Européens, nous possédons la plus grande industrie automobile mondiale, surtout avec Mercedes, Audi et les Allemands. Concrètement, d'accord? Mais les Chinois nous imposent un tarif douanier gigantesque pour que les Chinois puissent conduire des Mercedes. C'est correct? Et au contraire, le libre marché dit que nous, le libre marché, eux, ils peuvent nous envoyer ici leurs produits sans aucun type de tarif douanier. Bien sûr. Ce n'est pas juste, tout comme la comparaison que tu as faite tout à l'heure. De là, ils ont une main-d'œuvre extrêmement moins chère, donc leurs produits sont plus faciles à acquérir pour le consommateur et pour tout le monde. Ce qui n'est pas juste non plus. Ce ne peut pas être un marché libre s'il n'y a pas des conditions similaires. Sinon, Le marché est truqué. Et non, je ne crois pas non plus au libre marché de la bourse de la City de Londres ou de Wall Street. Car au final, si le marché était vraiment libre et se régulait seul, et s'il n'y avait pas une main cachée pour le manipuler, il n'y aurait pas les tuyaux de Nancy Pelosi du genre « Eh, mets de ton argent ici, tu vois ?» Fais ça parce qu'il y a des gens qui ont le pouvoir de déséquilibrer les marchés et de ruiner des milliers et des millions de personnes en une seconde, pendant que quelques-uns gagnent des milliers et des millions. sans mais ça, deuxièmement, c'est de la corruption. Et c'est criminel. Le fait est que tu dois admettre que c'est criminel, bien sûr. Non, non, non. Je sais que c'est criminel. C'est criminel, mais le prouver et poursuivre la personne est une autre affaire. Les lois sont censées nous protéger, mais en pratique, cela ne fonctionne pas. Concernant le premier point, je comprends. C'est comme dire, on va boxer, mais j'ai les mains attachées dans le dos. Littéralement. Nous sommes libéraux, mais pas idiots. Il n'y a pas d'indifférence. Néanmoins, il est vrai que laisser entrer les produits chinois en Europe est bon pour nous, pour le consommateur et l'utilisateur, c'est excellent. Bon, mais qu'est-ce qui se passe si je me fie au prix et vu les salaires de merde qu'il y a dans ce pays? Je comprends que le prix compte, mais il faut aussi un minimum de qualité et de sécurité pour un véhicule, non? Tu achètes une Mercedes, une BMW ou une voiture chinoise. Une voiture chinoise.
Jusque-là, tout va bien, parce que tu donnes à ton citoyen le droit d'acheter une voiture très bon marché, et tout le monde est content. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une vision à petite échelle, mais à grande échelle. Si tu n'achètes pas de Mercedes, BMW ou Volkswagen, que va-t-il se passer? Eh bien, les usines ferment, les gens se retrouvent au chômage, et tu te retrouves sans travail. Toutes les personnes redevenues pauvres sans emploi devront-elles acheter une voiture chinoise? Si jamais elles peuvent s'acheter une voiture, bien sûr, ouvrir les frontières et laisser entrer un produit est difficile, car cela peut entraîner la perte d'emploi. Alors, qu'est-ce qu'un libéral comme moi dirait dans cette circonstance? Non, car le problème est que la main-d'œuvre automobile en Europe n'a pas à se consacrer uniquement à ce secteur. Elle doit se consacrer à autre chose que les Chinois ne sont pas capables de faire et qui a plus de valeur ajoutée, tu vois. Quel est le problème? Avant, les Chinois cousaient des ballons et des maillots, d'accord. Et maintenant, ils s'occupent aussi de créer de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, ils produisent une voiture électrique de qualité comparable à Tesla, d'accord? Ils peuvent presque lancer une fusée en orbite, comme Elon Musk. Certains pensent que les Chinois agissent à leur guise et produisent à faible valeur ajoutée. Cette théorie a évolué et la conclusion est que les Chinois nous dépassent à gauche. C'est très clair et c'est un fait. Ce qui est vrai ici, c'est que nous nous distinguons parce que nous avons plus de régulation qu'eux, nous sommes beaucoup plus bien pensants qu'eux. Nous imposons. N'oublie pas une chose très importante, Les bouchons, nous mettons le plastique pour éviter que le bouchon tombe. alors là, on gagne et on sera là. On perd avec l'histoire du bouchon, hein? Quand on mourra, on arrivera au paradis et on nous dira « Vous êtes les meilleurs, félicitations ». C'est ça? Alors, le problème que tu as, c'est que tu as des pays comme la Chine qui te dépassent par la gauche. Mais je te parle de la Chine, de Singapour, de Hong Kong. Alors ces pays avancent comme un missile, parce qu'ils ne sont pas là pour des bêtises, ils sont là pour ce qu'ils doivent faire. Alors, libre marché, oui, avec des restrictions. Si tu m'attaches une main dans le dos, alors non. Par exemple, Juan Ramón Rayo, le libéral le plus pur, dirait aucune restriction, non? Oui, en fait, c'est un des points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec Juan Ramón, et c'est ce que j'ai compris. Je le respecte beaucoup et j'ai beaucoup appris grâce à lui. J'ai écouté au moins 20 heures de son contenu. Mais un jour, il a dit que le libéralisme aussi, le libéralisme tel qu'il le comprend. Corrigez-moi si je me trompe, peut-être que je me confonds avec un autre libéral, mais je suis presque sûr que c'est Juan Ramón, que les frontières non plus ne sont pas libérales. N'est-ce pas? Voyons. Mec, là je l'ai déjà dit, par là, non? Nous avons réalisé un podcast ensemble il y a quelques mois. Pour moi, Juan Ramón Rayo est une référence et je le soutiens sur Patreon depuis avant le Covid. C'est-à-dire, je l'adore. Mais il est vrai que les idées de l'école autrichienne, les idées libérales, quand tu les mets en pratique dans la réalité, il y a des choses qu'il faut revoir et l'une d'elles, à mon avis. Mais je le comprends aussi, c'est l'ouverture des frontières. C'est-à-dire, c'est de la folie. Une folie absolue. Pourquoi? Parce que le libre marché ne prend pas en compte que ces personnes qui entrent dans le pays, qui entreraient toutes légalement s'il n'y avait pas de frontières, bien sûr, ces gens-là, ce qu'ils vont faire. En premier lieu, c'est mauvais pour les travailleurs, parce que tout travailleur espagnol ayant une qualification moyenne ou faible perdra son emploi. Parce que celui qui vient de l'extérieur sera prêt à travailler pour moins d'argent. 100%. Donc si tu retires le salaire minimum, comme le ferait Juan Ramón Rayo, car il est libéral, et que tu laisses entrer beaucoup de gens, tous les emplois peu ou moyennement qualifiés seront occupés par l'immigré. Donc tout Espagnol qui n'est pas ultra qualifié se retrouve exclu, et ce que tu fais, c'est appauvrir la population. Alors, quand je vois que la gauche, et je généralise encore, est pro-immigration, je ne comprends pas. Parce que l'entrepreneur adore l'immigration de main-d'œuvre bon marché. C'est-à-dire, Ce devrait être la droite qui favorise l'immigration et la gauche qui s'y oppose, mais c'est l'inverse qui arrive. Et je ne comprends pas, je ne comprends pas. je pense que la droite est plus axée sur le social, l'identité, la culture et refuse l'islamisation du pays. Parce que la droite a généralement plus d'affinité avec les traditions, avec les racines, ce que je trouve bien. Et la gauche, moi je pense qu'ils sont simplement ennemis de tout ce qui est bon. Donc, eux, à la fin de la journée, attention, et la droite aussi, dans un certain sens, mais bon, à la fin de la journée. Évidemment, je ne suis pas de Vox. Mais que ce soit clair, Jota, enfin, si tu me demandes, j'ai fait une rédaction en cours moyen 2 à l'école, où j'ai écrit la rédaction et je m'en souviens parfaitement, j'ai écrit. Je pense que le monde devrait être sans frontières. Il appartient à tous. Et je pense qu'il faudrait aider tout le monde, peu importe d'où ils viennent, et il faudrait accueillir tout le monde. J'ai écrit ça en cours moyen 2 et une très bonne note. Vous avez pris une photo et tout ça? C'était un Dix. Non, je ne l'ai pas mis. Et aujourd'hui, à 35 ans, les gars y croient. C'est-à-dire, si tu me demandes, tu veux que des gens meurent à Gaza ou en Afrique? Non, j'aimerais qu'on puisse tous les aider.
les accueillir ici et leur offrir ce dont ils ont besoin. En tant qu'humain, j'éprouve de l'empathie pour les humains et les animaux. C'est une mentalité enfantine, woke, qui ne comprend pas comment fonctionne le monde. J'aimerais pouvoir le faire, mais la réalité c'est que, comme toi, si tu laisses entrer 20 millions d'immigrants en Espagne, tu as un problème de logement. Pour commencer, tu n'as pas où les mettre. Et deuxièmement, est-ce qu'ils vont appauvrir la population? Alors, tu dois réfléchir à qui tu dois quelque chose et qui tu défends. Est-ce que tu défends le monde? Si tu défends le monde, laissons entrer tout le monde. Mais si tu défends ton pays, le faire, c'est un suicide. Donc tout dépend de qui tu défends, de qui tu soutiens. Quel est ton objectif? Si tu veux protéger le monde entier, laisse entrer tout le monde. Quoi? Le fait est que la patrie, la nation, le pays sont des concepts fascistes pour beaucoup de gens aujourd'hui. Défendre ton pays, c'est l'extrême droite. C'est littéralement comme ça. Et veiller aux intérêts de ta population, même pour ceux qui t'attaquent, est perçu comme quelque chose de négatif, quelque chose de nocif. Moi, insolidarité, je peux même l'accepter selon ma façon de voir le monde. On m'a appris à protéger d'abord sa famille, puis ses proches, ensuite ses compatriotes, et enfin les autres, quand tout le monde est en sécurité. Si penser qu'il faut d'abord protéger sa famille et ses proches est d'extrême droite, alors je le suis. Mais je ne le crois pas. Mais au final, j'en ai déjà parlé avec Victor il y a pas mal de temps. Les étiquettes qu'on nous donne ne devraient pas nous toucher, mais plutôt être portées comme un badge. Je ne sais pas si tu as vu ma vidéo où je demande « Suis-je d'extrême droite ou macho ?» Je lance une série où je révèle tout le mal que vous dites de moi et j'explique pourquoi, car je défends cela. Je suis d'extrême droite, eh bien on va dire que je suis d'extrême droite parce que je défends les frontières. Je suis d'extrême droite parce que je défends ma culture. Je suis les traditions. Je suis macho car je pense que les hommes et les femmes diffèrent et j'aime payer le dîner à une femme. Alors, est-ce qu'on devrait vraiment s'approprier complètement ces étiquettes? Oui. Oui, je suis d'extrême droite, macho, tout ce que tu veux, car au final, je ne pourrai pas te convaincre. Si penser les choses que je mentionne dans ces vidéos implique de l'être, Je le suis, et c'est important. J'adhère à 100% à ce que tu dis, mais il faut aussi expliquer aux gens pour qu'ils comprennent. Tu n'as qu'une option, donner les ressources à ton grand-père en maison de retraite dans de très mauvaises conditions, ou les donner à un immigré nouvellement arrivé, souvent pauvre. Bien sûr, s'il demande de l'aide, on la lui donnera, car il est plus pauvre que les gens d'ici. Les aides ne discriminent pas selon la couleur, la race, la religion ou l'origine. mais selon la pauvreté. Par la pauvreté. Donc celui qui arrive et est plus pauvre que toi, ils drainent alors les ressources publiques et toutes les aides sociales vont vers eux. C'est logique. En laissant entrer des personnes plus pauvres, la population locale pauvre devient la classe moyenne. Alors tu gagnes 1000 € de merde par mois et on te dit que tu fais partie de la classe moyenne, alors c'est bien ou c'est mal? À l'immigration pour la classe ouvrière, C'est aussi terrible pour la classe moyenne. Seuls les grands patrons en profitent. absolument, mais à condition que cette immigration ne crée pas de conflit. C'est-à-dire ma façon de voir les choses, moi en tant qu'entrepreneur et en tant que personne, c'est que oui, Nous ne parlons pas de criminalité? que des personnes viennent vivre en Espagne, qui sont capables de travailler pour un salaire bien plus bas, ça me va très bien. En fait, moi, ça m'est égal parce qu'au final, je suis en Andorre et mon travail, j'embauche des avocats et j'embauche des officiels. Je n'ai pas besoin de main-d'œuvre bon marché, mais pour beaucoup d'entreprises, l'arrivée d'immigrés est très bénéfique. Donc je pense qu'il faudrait repenser un peu à qui cela profite, à qui cela nuit. Peut-être que l'image ou l'idée finira par changer à gauche. Mark 100, je veux te poser une question personnelle. Abbas, quel est ton modèle économique? Je veux que tu me parles un peu de l'entrepreneuriat. Quelle est ta position aujourd'hui et quelles ont été les étapes que tu as suivies pour en arriver là? Mon histoire est banale et simple. J'ai poursuivi des études universitaires après le bac, sans vraiment savoir comment. Je suis arrivé à l'université alors que j'étais un très mauvais élève, vraiment nul, mais j'avais juste la moyenne. Je suis allé à la fac pour étudier la gestion d'entreprise car j'aimais organiser des événements musicaux. Tu vois comme tout a changé depuis? Après mes études, j'ai vu qu'Andorre instaurait des impôts et devenait intéressante. J'ai reçu une offre et je suis parti. À 22 ans, avec 8 ans d'expérience en cabinet d'avocat, je suis spécialiste fiscalité et j'aide entreprises et particuliers à réduire leurs impôts légalement. Je ne te raconte pas des histoires en te disant que tu vas payer zéro, parce que ça, ce sont d'autres escrocs qui le font. Moi, je ne suis pas comme ça. J'aide les entreprises sérieuses et les particuliers à payer moins. Alors, nous avons commencé à entreprendre avec ABBA il y a environ 5 ans et demi. Vers 2020 est bon, le projet a très bien démarré. Mais il y a eu un tournant
où Andorre est devenue la destination de nombreux chefs d'entreprise, entrepreneurs et grandes fortunes. Et mon entreprise est très spécialisée dans le transfert de personnes d'Espagne vers d'autres pays. En fait, maintenant, nous transférons des personnes en Andorre, nous transférons des personnes à Dubaï, mais nous transférons des personnes partout dans le monde. En réalité, nous avons un bureau à Dubaï et à Andorre. Notre spécialité, c'est la planification fiscale internationale, notamment le transfert de personnes d'Espagne à l'étranger. Nous assistons aussi des groupes espagnols et andorrans. Pour la gestion comptable, fiscale et juridique, nous avons des avocats. Et pratiquons un peu de droit des sociétés. J'ai commencé seul dans un coworking, issu d'une famille modeste, père concierge, mère institutrice en maternelle. Une famille ordinaire d'un quartier modeste à Barcelone. Et j'ai été capable d'entreprendre sans aucune aide, sans parrain, sans capital, sans rien. Moi, avec un ordinateur portable dans un espace de coworking, j'ai commencé à bosser très dur. Et à force de travailler très dur, je suis arrivé ici. C'est l'histoire résumée, je n'ai rien de spécial. C'est juste du travail acharné, c'est pour ça que mon histoire n'inspire pas beaucoup. Les gens veulent gagner de l'argent facilement, comme sur OnlyFans où certains gagnent 1 million. C'est ça qui attire, l'argent facile. Et rapidement, mon histoire est lente, difficile et avec une bonne fin, c'est ça la conclusion. Je pense que les gens qui veulent tout rapidement vont rester sur leur faim toute leur vie. Le rapide n'arrive jamais, mec. Il y a des gens à qui ça arrive, mais c'est exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y a des gens à qui ça arrive exceptionnellement. À moi. Ce qui m'inquiète, c'est que je vois des filles aujourd'hui qui ont 17, 18 ans, qui sont plus préoccupées de « voyons si je me fais un OnlyFans » que d'étudier une carrière, par exemple. Et ça c'est un problème social. En respectant beaucoup celles qui font OnlyFans, moi non. Je ne te respecte pas, ni le fait que tu fasses OnlyFans. Je te respecte en tant que personne et en tant qu'être humain. Je te traite avec la dignité que mérite tout être humain. Mais concrètement, à part te prostituer en ligne, cet aspect de toi, non. Et à Andorre, beaucoup de filles d'OnlyFans m'aiment bien. C'est pour vous, laissez tomber, trouvez le Christ. J'ai vu un de tes débats avec une fille d'OnlyFans ici. J'ai des idées assez contradictoires. J'ai une grosse contradiction ici. Parce qu'en tant que libéral... En tant que libéral, je pense que chacun est libre de ses choix. C'est pour ça que viens de ce côté. Reste, mec. Oui. Mais tu peux censurer parfois. Mais au final, mec, je pense que chacun doit faire ce qu'il veut. D'accord? Ce qui m'inquiète, c'est que des milliers de mecs paient une nana. Plus que le fait qu'elle accepte. C'est la demande qui me préoccupe. Les deux m'inquiètent, mais il faut cibler la demande. Je suis totalement d'accord avec toi. Bien sûr, c'est ça. On part du principe que les gens touchent un salaire de merde, en général, non? Oui. Et tu prends ce salaire de merde et au lieu d'économiser, tu payes une nana pour qu'elle te parle sur un chat. Oui, ou c'est ça? Pour moi, celle-là aussi, je la respecte. Je respecte que chacun utilise son argent comme il veut, mais socialement, ça m'inquiète. Mais qu'une fille voit qu'il y a plein de mecs prêts à payer et qu'elle dise « payez-moi ». Je trouve que c'est une décision d'affaires brillante et je pense qu'elle est libre de le faire. Cela ne nuit à personne, surtout socialement, et je trouve cela bien. Peut-on en discuter? Oui. En particulier aussi le bon. Un accro qui pourrait perdre son fric? Non, pareil. Hein, mec? La pornographie génère des niveaux de dopamine qui font de toi un accro à la fin de la journée. La pornographie. Écoute mec, j'ai été un taré épique. J'ai été vicieux dans presque tous les aspects que tu peux imaginer. Alcool, j'ai tout essayé. D'accord. Ça ne me dérange pas de le reconnaître. Et il n'y a pas eu de vice qui m'ait coûté plus cher à arrêter net que la pornographie. Franchement, attention, j'en ai vraiment bavé. Si tu parles de vice, je ne suis pas accro. Vraiment. Mais alors, arrête tabac, alcool, drogue, tout. La cigarette te fait quelque chose. Attention, Ça tue dans le no-porn. Non, dans le no-porn, on n'éduque pas du tout les gens sur les dégâts que ça cause. Et non, si je suis chez moi, je me branle, je me fais 3 branlettes par jour, ça ne pose aucun problème. Si, ça fait du mal, mon ami. Et ça ne fait pas de mal uniquement à la personne qui... Le fait que ce soit un acteur ou une actrice. Généralement une actrice. Les acteurs, presque personne ne les connaît, sauf 2 ou 3. Mais cela fait aussi du mal à celui qui le consomme. Donc oui, tu fais du mal. C'est-à-dire que ton contenu fait du mal à celui qui le consomme et tu te fais du mal à toi-même dans le processus aussi. Je crois qu'il y a 2 choses ici, pas une. Il faut informer que l'addiction à cela n'est pas mauvaise. Et je trouve bien que les gens le sachent. Mais si les gens voient et voient cela et choisissent d'en consommer, comme pour le tabac, chacun est libre. Que cela m'inquiète socialement, oui, cela m'inquiète. De mon point de vue, selon mon idéologie, cela m'inquiète. Mais je respecte que cela puisse se faire. C'est-à-dire, je ne vois pas l'interdiction de cela. Je ne le vois pas, car tu porterais atteinte à la liberté de quelqu'un. C'est-à-dire, la fille, d'accord, c'est ce qui est so facile, et c'est mauvais à long terme pour la société, mais elle est libre de le faire. Le problème, c'est que la fille choisisse librement ce chemin.
Je préfère que ma fille soit médecin plutôt qu'actrice sur OnlyFans. Je le préfère, mais je te le dis aussi. Si ma fille me dit, j'espère que ce jour n'arrivera jamais. Mais si elle me dit, écoute, j'ai ouvert un compte OnlyFans et je le fais. Personnellement, ça me déplairait parce que je ne veux pas que ma fille fasse ça, mais je n'aurais pas d'autre choix que de la respecter, mec. C'est-à-dire, le point, c'est que la moralité ou ta vision moraliste, la morale a changé historiquement. La morale d'il y a 500 ans différait beaucoup, et dans 200 ans, elle sera peut-être vue autrement. Alors, imposer ton idée de la morale à tout le monde et restreindre leur liberté, ça me paraît dangereux. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me semble ne concerner que peu de gens. D'accord? Comment l'interdirais-tu? Ça toucherait beaucoup de gens. Comment vont-ils faire? La loutre? Non, je parle surtout du point de vue de l'offre de ceux qui le font. Tu n'embêterais pas surtout un groupe de filles. De plus en plus? Mais si on commence à interdire ce que l'on considère comme moralement répréhensible, attention à ça, c'est ça. Sache que j'ai aussi ma propre guerre intérieure. Je n'ai pas non plus une opinion extrêmement claire là-dessus. J'écoute Loupe Bataillon, elle me convainc. Tu sais qui c'est? Oui, oui. Et elle me convainc. Elle me fait voir que l'interdiction peut être un bon outil pour censurer certaines attitudes négatives, nocives, qui sont scientifiquement prouvées comme étant nuisibles, tant pour celui qui les exerce que pour celui qui les subit. Mais en même temps, je comprends aussi, imagine qu'un gouvernement arrive et considère comme moralement incorrect quelque chose qui pour moi ne l'est pas. Alors, est-ce qu'il va, selon ses propres critères, restreindre ma liberté? Alors, on entre dans un conflit qui peut devenir délicat. Et là, je veux dire, je comprends. Je n'ai pas d'opinion précise sur ce sujet concret d'interdiction ou non. Trop formé parce qu'à certains moments, je pense à tous les avantages que cela aurait, il y en aurait énormément. Le contre peut arriver. Le seul inconvénient mentionné pourrait être très important. Il n'y a qu'une seule chance sur 100 que cet inconvénient se réalise. Nous avons déjà perdu. Je constate qu'il n'existe ni morale unique ni absolue, et que chacun ignore ce qui est bien. Je tente de ne pas imposer ma morale. Pour moi, la restriction de la liberté doit viser uniquement l'activité qui nuit, et non celle qui ne nuit pas. En termes de « je me sens lésé », pas de vraiment nuire à autrui. Donc, la liberté d'un individu s'arrête là où commence celle de l'autre. C'est pourquoi sur le sujet d'OnlyFans, je suis partisan de ne pas en consommer ni de créer du contenu sur OnlyFans, à un moment donné. Mais l'interdire, ça me paraît dangereux. As-tu pensé que ma liberté s'arrête où commence celle d'autrui? Que penses-tu de l'avortement? C'est un sujet controversé. En fait, j'ai été... Tu es à l'usine, mon ami. Ici, on aime bien ces sujets. J'ai parlé de ce sujet dans un podcast, en dehors du podcast en fait. À la 2-3, tu nous connais? Oui, ce sont des grands. Des gens formidables. J'ai été ravi, je ne les connaissais presque pas. Mais après leur invitation au podcast et en avoir vu quelques-uns, j'ai beaucoup apprécié. Ils ont une vision très conservatrice et très catholique de la vie. Non, bien sûr, qu'est-ce que je vois? Je comprends que l'avortement concerne le droit de la femme à disposer de son corps. Je décide, pas. Nous accouchons, nous décidons. Cette histoire, et puis il y a la question. Qu'est-ce que le fœtus ou qu'est-ce que cet ovule fécondé? Non, bien sûr. Si tu considères l'ovule fécondé comme un être humain, alors je suis contre l'avortement. Si tu considères que cet ovule fécondé n'est pas encore un être humain, n'est pas encore une personne, je pourrais comprendre et je partage le droit à l'avortement. Donc je me situe à ce point-là. Et c'est un sujet que je n'ai pas particulièrement approfondi. Mais c'est un problème parce que si tu considères que l'ovule fécondé est un être humain, l'avortement est un meurtre. Donc je comprends la position de... Et contre, et la science comprend 98, il n'y a aucune preuve empirique qui démontre que ce n'est pas un être humain. C'est-à-dire... Je peux te dire ce que je sais, mais je n'ai pas encore d'opinion arrêtée et j'évolue encore. Mais je sais que l'avortement n'est pas un moyen de contraception. Par exemple, ça, c'est clair pour moi. Et pourtant, c'est comme ça qu'il est utilisé. Très souvent, et je trouve ça mal. D'accord? Mais par exemple, un cas, un homme viole une femme et la met enceinte, je pense vraiment que cette femme doit pouvoir avorter. Je suis absolument certain que oui, absolument certain que oui. Tu ne vas pas avoir un enfant avec le visage du type qui t'a violé, s'il te plaît, tu es d'accord avec moi là-dessus? Non? Tu penses que si un homme viole une femme, la femme doit garder l'enfant? Une femme, généralement à 35 ans, ne peut pas tomber enceinte. Femme à partir de 18 ans, d'accord? Donc toi? 2 erreurs ne la rendent pas correcte. Qu'est-ce que cela veut dire? Que peu importe. Imagine que je te dis que lui, c'est un humain. Non, d'accord. Imagine qu'il est le fruit d'un viol. Oui. Saurais-tu le distinguer? Non, bien sûr que non. Mais sa mère, oui. Sa mère, oui, mais lui... Rien, tranquille. Il m'a regardé avec une tête de...
Le point que je veux faire est le suivant. Il ne me semble pas que, lorsqu'on parle d'avortement, il soit le plus approprié de parler de ce cas concret. Parce que je crois qu'il représente 0,05%, voire moins. Ou moins, encore moins même. Mais il est vrai qu'il est très compliqué pour une femme de tomber enceinte lors d'un viol. Mais je te dirais que tuer la vie, tuer cet être humain à cause des crimes de son père, ce n'est pas la solution. Par exemple, si la mère a l'enfant et qu'ensuite elle le tue parce qu'il est le fruit d'un viol, je trouverais ça mal. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Exactement. Mais là, on revient au débat philosophique, moral et scientifique. Est-ce une vie humaine ou pas? Si c'est une vie humaine, tu te remets à réfléchir à la façon dont elle a été conçue. Ça ne me donne pas le droit de la tuer, ni ne m'en prive. Bien sûr. C'est que c'est très complexe. Hein? Un autre cas, c'est que j'étais comme toi à cet égard, mais j'ai évolué vers quelque chose de plus conservateur. S'il y a un test médical et qu'il s'avère que le fœtus a un problème et que l'enfant va naître malade et va beaucoup souffrir. Dans ce cas, qu'en penses-tu? Ma grand-mère était de ces femmes-là, on lui a dit oui avec les moyens qu'il y avait à l'époque, Très différent. et ma grand-mère s'en est bien sortie. Bien sûr. Mais je ne vois qu'un seul cas où l'on peut tuer le fœtus et je vais t'expliquer lequel. D'accord. Si la vie de la mère est en danger, là oui, il faut prioriser et laisser la mère décider à 100%. Parce que là, c'est une question de... à toi. On ne doit jamais t'exiger de faire des actes héroïques. C'est-à-dire, Tu ne peux risquer ta vie pour autrui, cela ne s'est jamais fait. Par contre, il y a l'omission de porter secours. Si tu vois une personne en train de mourir, tu as le devoir, et en fait, c'est un délit de passer ton chemin. C'est un délit de ne pas appeler une ambulance. Par conséquent, là, dans ce cas précis, je comprendrais l'avortement, mais c'est une force majeure. à mon avis, si la mère risque de mourir ou de se faire beaucoup de mal, elle devrait pouvoir avorter sans hésitation. Si un médecin certifie que le fœtus va naître avec de nombreuses complications et des maladies graves, je pense qu'elle devrait aussi pouvoir avorter. Comment est-ce qu'on certifie ça? Je te le dis aussi, hein? Attention, hein? Bon, partons du principe qu'il est possible d'assurer qu'ils vont naître avec une pathologie très grave. Si possible, la mère devrait pouvoir avorter, surtout en cas de viol ou de relation non consentie. Bien sûr, ici aussi, la femme doit pouvoir avorter. Alors, pourquoi le législateur espagnol a-t-il agi différemment de celui d'Andorre? En Espagne, ce qu'il a fait, c'est dire « Écoute, regarde, jusqu'à ce moment-là, je considère que le fœtus n'est pas encore un être humain. Donc, tu peux interrompre la grossesse dans ce délai et à partir d'une certaine date. Je comprends que c'est un fœtus déjà développé et que tu ne peux plus agir. » Du jour au lendemain, un jour, Soudain, il devient une vie, non? Entre guillemets. ce n'est pas ridicule? Bien sûr, je comprends aussi. Et ma position actuelle, même si je n'aime pas du tout qu'il y ait des avortements, ma position actuelle est que la femme a, entre guillemets, le droit de décider. Dans ce premier stade de « écoute, pour telles ou telles circonstances, je ne veux pas avoir cet enfant. J'interromps ma grossesse, c'est dur et moche. » On ne peut pas interrompre la grossesse. Eh bien oui, tu tues des fœtus, hein? Tu tues le fœtus, oui, parlons du fait de tuer le fœtus. Et ça me pose des dilemmes moraux, à moi personnellement, très sérieux. Tu finiras par arriver à un point où tu le verras comme moi je le vois, parce que moi aussi j'étais là. Attention, et je te le dis, une fois que tu t'impliques beaucoup et surtout que tu vois un peu. C'est comme les véganes, ils utilisent des vidéos montrant comment on tue les vaches. J'en ai vu plusieurs moi-même. Ça me dégoûte. L'industrie de la viande pourrait être meilleure. Mais dès que tu fais pareil avec l'avortement et que tu t'y intéresses, tu vois comment c'est. Il les broie et tout ça. Et l'enfant crie parce qu'il est déjà formé avec sa petite tête à 3 mois. Putain, c'est une barbarie. Tu te dis que ce n'est pas normal et en plus tu t'énerves. Tu sais que j'aime beaucoup les terriers de lapin. Vraiment, j'aime aller en profondeur. Tu te rends compte que c'est du matériel génétique qui est utilisé pour des crèmes, qui est utilisé pour les élites pour? C'est-à-dire, tous les déchets vont dans le placenta. Sérieusement? Oui, Une industrie valant des milliards existe derrière cela. mais c'est un sujet, et permets-moi, j'aime débattre, j'aime approfondir. Et même si ma position est celle que je t'ai dite, que je pense qu'en ce moment, oui, Mais au moins, je ne prends pas position, je reste ouvert. ce qui inquiète, c'est qu'une femme interrompe sa grossesse ou tue le fœtus, même dès le premier mois, ici on n'aime pas en parler ainsi. Imagine, ce qui n'est pas possible, à mon avis, c'est d'avorter et d'aller faire la fête le soir pour le célébrer. C'est-à-dire, je pense qu'il est important que les gens soient conscients que l'avortement, c'est mal. C'est-à-dire que le droit puisse exister et qu'il existe. Je peux le comprendre et je le respecte. Dans certaines circonstances, Mais c'est quelque chose de mauvais. C'est mauvais. Indéniablement, c'est mauvais. Et ça, je le partage avec toi. je vais te raconter une anecdote sur un ami à moi, c'était le fils d'une jeune mère colombienne.
Je crois que sa mère avait 18 ans. Il a dit, bien sûr que je suis pour l'avortement. Imagine si je mets enceinte une fille comme ça. Je lui ai dit, Daniel, mon frère, si ta mère était une femme d'aujourd'hui, tu ne serais même pas là. Il n'y a aucune chance que tu sois ici. Heureusement, ta mère est née en Colombie dans une famille traditionnelle et malgré sa grossesse, elle a été soutenue par les siens. Ils lui ont dit qu'elle ne devait en aucun cas garder cet enfant. Les actes ont des conséquences. Alors assume ta décision. Aujourd'hui, je peux t'appeler un véritable ami. Sinon, Tu ne serais pas totalement ici. Et beaucoup de personnes qui défendent l'avortement aussi joyeusement ne se rendent pas compte qu'elles sont le produit d'un coup de foudre, d'une nuit de passion, d'un jour. Et qu'avec la mentalité d'aujourd'hui, il faut d'abord que j'aille à Bali, d'abord que j'aille à Lodbog, d'abord que j'aille en Tanzanie avec les hôtels de Drigles. Ensuite, oh, je dois aller faire je ne sais quoi, ensuite je dois faire je ne sais combien de choses. Et au final, est-ce que tu as laissé passer ta chance tout simplement? Au final, déjà la moitié des personnes que tu connais ne seraient plus là aujourd'hui. j'ai tout fait. Ma prochaine étape est d'être père. Tu veux déjà être papa? Non? Oui, j'en ai vraiment envie. Eh bien, j'espère être là au baptême. Tu es catholique ou chrétien? Moi, j'ai été élevé comme ça. Oui, je suis catholique et chrétien. Oui. Mais tu es catholique de famille, de tradition? Je ne suis pas du genre à aller à l'église le dimanche, ni à être super dévot, mais je crois aux valeurs associées au christianisme et je me sens membre de la communauté. Je suis baptisé, j'ai fait ma première communion, suivi le catéchisme, porté l'uniforme de marin. Tout ça, et tu as vu tout le processus, non? Oui, c'est vrai que la façon typique d'être un bon catholique, eh bien, je ne vais pas à l'église. Non, toi, oui. Je veux te poser une question. Es-tu membre fondateur de Junto à Bast? Parce qu'Abast et RAX Lab sont ceux qui organisent les Economic Forums. Celui d'Andorre, comme celui de Madrid, encore à sa première édition. C'est bien ça? Comment cette idée est-elle née? Eh bien, regarde, je te précise, je suis actionnaire de RAX Labs, d'une part, et je suis associé directeur d'Abast. C'est-à-dire, je participe au forum de deux côtés, c'est-à-dire, c'est un projet qui me paraît incroyable. Ça vient d'un dîner avec Victor. Victor a souvent des idées et des visions, et moi, je suis celui qui lui dit « Mec, calme-toi, non ?» Je suis un peu celui qui... Notre collègue est un peu à côté de la plaque, non? Oui, Mais ensuite il agit, hein? mais ce pincement fait naître des choses très cool. Et un jour, j'y ai pensé et je me suis dit « Mince, ça pourrait être bien. » Et il m'a dit « Et si on le fait ensemble ?» Et j'ai dit « Allez, on y va, faisons-le. » Et l'idée, c'était essentiellement pour rigoler un peu, c'est-à-dire, d'un côté, c'était pour le fun de dire « Et on va faire venir Juan Ramón Rayo en Andorre et qu'il fasse une conférence. » Tout a commencé ainsi, car nous admirons tous deux Juan Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo n'a pas pu venir, mais il est venu à l'édition suivante. Eh bien, il s'agissait de créer un espace où inviter des économistes que nous aimions, et c'était aussi un peu pour aller à contre-courant. Tu vois, le forum de Davos, tu vois ce dont on parle là-bas, non? Et pourquoi pas? Pourquoi les libéraux et conservateurs ne s'organisent-ils pas? Organisent des événements donnant la parole à des économistes pour mener la bataille culturelle, comme ils l'appellent. J'ai dit, si personne ne le fait, faisons-le nous-mêmes, non? Au final, il y a deux attitudes dans la vie, se plaindre que ça ne se fait pas ou le faire soi-même. Nous, on est du côté de ceux qui le font eux-mêmes, non? Nous avons lancé le Forum économique d'Andorre il y a 3 ans. Première et deuxième édition, toutes deux complètes. On a donc décidé d'aller à Madrid et d'organiser un grand événement à Vista Alegre. Et là, ils sont venus. C'était quelque chose, hein? Là, ça a vraiment chauffé, et en plus, ça a été très intense. Parce qu'on n'a pas seulement fait venir Miguel Ancho Bastos, qui est une vraie bête, Juan Ramón Rayo, Gabriel Calzada, on a fait venir la crème du libéralisme et des économistes espagnols. Pour moi, la nouvelle génération d'économistes marquera son époque. Non, et en plus, Javier Milei a confirmé qu'il viendrait clôturer l'événement. Quand fais-tu venir le président argentin Javier Milei pour clôturer ton événement privé? Il est venu voir Mélanie, Macron, le pape et nous. C'était spectaculaire et incroyable. À Madrid, on n'a pas fait complet pour 2 raisons principales. Victor a vu son compte Meta annulé, réduisant ainsi la diffusion de l'événement par rapport à ce qui était prévu. Ça, c'est le premier problème, et le deuxième problème, c'est qu'on l'a fait en juin et que ça durait 2 jours et demi. C'était en mai, Pas en juin, c'était au début du mois. au début du mois de juin. 100. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? À cette époque, à Madrid, les hôtels étaient super chers. Alors, bien sûr, beaucoup de gens voulaient venir de partout en Espagne, et ils ne pouvaient pas se le permettre. L'entrée coûtait 150 € ou quelque chose comme ça, ce qui n'était pas mal, pour 2 jours complets, avec tous les intervenants. Ça te coûtait 5 € par intervenant, c'était correct. Le problème, c'était le coût du déplacement. Et de l'hôtel, bien sûr, les gens ont dépensé 4 fois plus en hôtel qu'en entrée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait cette année? On s'est dit, d'accord, cette année, on le fait en mars, aussi à Vista Alegre. D'accord?
et que l'hôtel est beaucoup moins cher. On le fait en 1 jour et demi au lieu de 2 jours et demi, donc avec une nuit. Le jour very important perd son vendredi, samedi. Correct. Bien sûr, mon pote. Et comme ça, le samedi, tu peux faire la fête le soir et le dimanche, voilà, tu pars tranquillement. Parfois, ça se terminait le dimanche à 21 h alors que les gens travaillaient le lendemain. Il y a eu beaucoup de difficultés et nous avons commis des erreurs de débutants. Sur 9000 personnes, on en a fait entrer 7500, ce qui n'est pas mal du tout. Ce n'est vraiment pas mal. Ce n'était pas le succès espéré. Mais malgré tout, vous n'avez pas perdu. Nous sommes restés à l'équilibre, mais évidemment. J'étais avec Victor et il m'a dit, on vient d'atteindre le seuil de rentabilité. Vous pensez que produire cet événement coûte plus de 500 000 euros? Ah, c'est beaucoup d'argent. Un demi-million de notre poche, sans aide ni intervention publique. Victor et moi investissons un demi-million de notre argent avec d'autres entreprises. Et Carlos aussi, non, évidemment, oui. Victor et Carlos sont les présidents directeurs général et directeurs de RAX et Abbas. Moi et mes 3 associés, mes 4 associés. Donc au final, c'est comme, bon, eh bien c'est notre argent. C'est-à-dire, si l'événement, pour une raison quelconque, n'a pas lieu, je paie un demi-million d'euros, c'est-à-dire ça, et je ne le fais pas pour gagner de l'argent, je le fais pour investir. Bataille culturelle. Créer un événement où libéraux, conservateurs et personnes partageant ces idées, même celles souhaitant apprendre, peuvent venir et écouter. Il manquait un conservateur? Si vous voulez, je peux vous donner quelques noms. Un conservateur. Tu sais ce qui me plairait, moi? Je vais proposer une idée, même si on n'est pas en direct, je veux qu'elle demeure. J'aime beaucoup le format. Qu'il y ait confrontation entre 2 personnes de notre camp, car à la fin, même s'il y a des différences, Victor, je le considère comme un ami maintenant, après l'avoir connu pendant 2 ans, mais nous avons une bonne relation, je connais sa copine. On va au Trasbu, tu es le seul qui ne va pas venir au Trasbu, hein, tu vois? Il doit déjà partir, je sais. Le point, c'est que je ne suis pas d'accord surtout avec Victor, ni peut-être avec toi. C'est sûr. Je voudrais le voir, surtout lors de l'Economic Forum de Madrid. 2 positions. L'une plus conservatrice, l'autre se demandant pourquoi ne pas censurer la pornographie. C'est un grand débat. Oui. C'est un grand débat et je pense que ça attire beaucoup le débat. Ça plaît toujours, moi surtout quand il s'agit de 2 intellectuels de haut niveau, qu'ils disent « Merde, j'irai et je serai vraiment attentif en disant putain ». Le libéral et le conservateur ont tous 2 raison ici, bien qu'ils ne soient pas toujours d'accord. Non, pas du tout. Nous sommes souvent en désaccord, mais nous partageons un ennemi commun, le marxisme. Récemment, j'ai été interviewé à la télévision en Andorre pour évoquer le forum économique, car nous venons de lancer un média là-bas. Oui, écoute, je voulais parler de ça, on en parlera maintenant, non? Et Gaby, l'intervieweur, me dit bien sûr, vous organisez un événement où vous êtes tous pareils. Non, N'est-ce pas? je lui disais, si pour toi, toute opinion différente est d'extrême droite, alors nous le sommes tous. En réalité, au sein de l'événement, plusieurs voix s'exprimaient. Oui, c'est vrai que nous ne les avons pas confrontés, c'est-à-dire, ils ont fait, par exemple, je ne sais pas, Iker Jiménez a fait une présentation, et un autre en a fait une autre. Moi, confronté, ça me plaît, j'aime ça, mais on n'a pas trouvé le bon moment, mec. Et je te dis aussi, beaucoup d'intervenants ne veulent pas confronter. Ils veulent juste faire leur discours, et c'est tout, ils ne veulent pas débattre. Je te dis que Juan Ramón Rayo adore débattre. Il adore ça. On peut confronter Juan Ramón Rayo à quelqu'un d'autre que je vais te citer, qui est un peu plus. Oui? Oui, il est de droite, mais il croit en l'État d'une autre manière. En fin de journée, je mène une grande guerre intérieure avec ma façon de penser. J'étais narco-capitaliste. Dis-moi, qui est-ce? Parce que je cherche le rival de Juan Ramón Rayo. Mais il détruit tous ceux qu'il attrape, c'est compliqué. Il démolit, mais moi j'ai un adversaire assez puissant. Le problème, c'est que ce sont des gens assez coriaces. Pas courageux? Mais Juan Ramón Rayo, ce que j'aime chez les libéraux, c'est que ils défendent l'absence totale de censure Bien sûr, à personne. bien sûr. Je trouve cela très positif. Je suis très libéral sur beaucoup de sujets et sur d'autres aussi. Peut-être que sur certains points, je suis un peu plus pour la censure ou un peu plus, où je me dis, attention, je ne dis même pas que c'est la solution. Censurer par exemple la pornographie, ou éviter certains discours, ou faire taire ceux qui pensent que les femmes ont un pénis. Je pense que la libre circulation des idées est positive et que les gens choisissent celle qui leur paraît la plus convaincante, mais sinon, tu les confrontes. Bien sûr. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait... Mais ici, j'ai aussi une contradiction interne. Je dois voir Rayo pour lui parler, voir comment il voit ces choses, parce que ça me crée une contradiction, non? Au final, c'est ça le message de haine, pas ce que c'est. Oui, bien sûr. Toi, tu es un message de haine, moi, oui. Je suis la personnification. Un gars qui met une capuche et dit qu'il faut mettre des bombes dans les centres commerciaux, je comprends qu'il faut censurer ce gars-là. Je pense que commettre des attentats est intrinsèquement négatif. Oui aussi,
Son discours porte atteinte à la liberté des autres, enfin à la liberté et à l'intégrité physique des autres. Mais bien sûr, on peut dire que Jota, en disant que les femmes n'ont pas de peine, porte aussi atteinte à l'intégrité et à la liberté du collectif trans. C'est-à-dire, le sujet est extrêmement complexe. Ce que je veux dire, c'est un cas très clair où la censure peut avoir du sens. Censurer un terroriste, promouvoir des attentats terroristes. Nous serons sûrement tous d'accord pour le censurer, sauf les terroristes ou leurs partisans, non? Donc nous supposons en soi que la restriction de la liberté d'expression peut parfois avoir lieu. En partant de ce principe, nous sommes tous d'accord. Non, tout est déjà interprété. Si lorsque tu parles des pénis, il y a des gens qui comprennent que tu attaques et que tu causes un tort, alors toi aussi tu en fais partie. Message de haine d'État. Il est difficile de distinguer le oui du non et dire tout oui, c'est comme ne rien dire, c'est un message de haine. Mais alors tu as des personnes qui peuvent faire, je ne sais pas, l'apologie du terrorisme ou l'apologie de n'importe quoi, donc c'est difficile. Il faut objectiver, tu ne dois pas dire que si ça dérange un tel, c'est un message de haine, ce n'est pas ça. Comment tu fais ressentir l'autre? Parce que chacun se sent comme il veut, il y a des gens plus sensibles, d'autres moins sensibles. Il est essentiel d'objectiver ce qui est important ou non, surtout en cas de doute. Il faut laisser les gens s'exprimer librement, c'est l'essentiel. En parlant de liberté, Donald Trump est en train d'évincer plusieurs personnes de l'aile libérale. Attention, les libéraux aux États-Unis, Son... de gauche, je sais, c'est qu'aux États-Unis, mais il n'y a pas de gauche, mais le libéralisme et tout ça, ce sont les progressistes là-bas. Que penses-tu du fait que Donald Trump ou le FBI ait été licencié 2 filles qui se sont agenouillées pour Black Lives Matter? Je ne sais pas si tu as vu la nouvelle, c'est Victor qui l'a publiée. Je ne l'ai pas vu. Que penses-tu de Jimmy Kimmel? Ça oui, tu l'as vu? Oui. Qu'en penses-tu? Parce qu'il a donné son avis et plaisanté sur ce qui est arrivé à Charlie Keane. Je suis d'accord, mais c'est que je n'ai pas ce dilemme moral car je suis moins libéral. Mais tu es d'accord pour qu'on se moque d'un attentat? Tu peux être d'accord ou non avec Charlie Kirk, mais tu ne peux pas cautionner qu'on lui tire une balle dans le cou. Je pense qu'il est tout à fait justifié qu'il soit renvoyé. D'accord? Alors, bon. Ils ont encore offert une tribune à Disney, ce qui finira par le faire couler car go woke, go broke. Oui, non, mais bon, mais ça, c'est une décision d'entreprise privée, hein, s'ils pensent que c'est la meilleure. Regarde Jaguar, Jaguar s'en est super bien sorti, tu as vu? Oui, Mec, il a super bien réussi. ils ont grimpé en bourse, non? Woke, voilà, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ne le savent pas, Jaguar a failli faire faillite. En gros, ils ont fait une pub avec des gens qui semblaient ressortir de Hunger Games, sans aucune voiture, juste des personnes non binaires et racisées. Ici, le problème, c'est que si tu es un agent privé et que tu choisis le woke, parfait, mais tu réussiras ou échoueras selon le contexte, non. Mais l'État te l'impose et c'est ça qui ne me plaît pas, d'accord? C'est-à-dire, En effet, le problème vient de l'éducation publique. Récemment, ma communauté scolaire privée m'a transmis un questionnaire destiné aux parents. Un questionnaire sur l'égalité des genres à la maison. Pour le bon, un truc, c'est qu'il faut faire attention parce que la question de la liberté, moi je suis libéral, non? Je pense que chacun a le droit de s'exprimer et de voter librement. Mais que signifie vraiment librement? Parce qu'un enfant, un petit enfant, n'est pas libre. C'est-à-dire un gamin de 9 ans, 10 ans, 11 ans, dira et fera ce que tu lui dis de dire et de faire. Ils sont très influençables et je trouve que la société actuelle est composée de petits enfants. C'est-à-dire, si les médias disent que c'est ça qu'il faut faire et que c'est ça qui était bien, tout le monde répète comme une rengaine. Alors bien sûr, jusqu'à quel point une femme est-elle libre ou non quand elle s'habille, quand elle se couvre de la tête aux pieds et qu'elle se cache complètement? Nous n'avons pas abordé ce sujet, mais prend-elle cette décision librement? C'est la clé. et si elle décide librement d'arrêter de le faire, est-ce qu'il y aura des conséquences ou non? Ah, parce que ça, ce n'est pas la liberté. Mais Bien sûr, revenons à l'idée intéressante de Charlie Kirk. Je pense que Donald Trump n'est pas en train de licencier ou d'embaucher en fonction d'Elon Musk. Il l'a eu à ses côtés pendant un certain temps, mais il n'a pas réussi à le convaincre de rester. Ce que fait Donald Trump, c'est tout mettre en œuvre pour 2 choses. D'abord, se maintenir au pouvoir, ce qui est fondamental, et ensuite protéger son pays. Il veut donc contrôler la réserve fédérale. Je ne crois pas qu'il accepte que le gouvernement contrôle la réserve fédérale. je pense que la réserve fédérale. D'ailleurs, nous en parlerons plus tard. Donald Trump affirme « Oui, je peux contrôler la réserve fédérale et agir dans l'intérêt du pays. » C'est-à-dire, Donald Trump cherche à se perpétuer au pouvoir comme tous les politiciens. Mais il prend aussi des décisions qu'il estime simplement les meilleures pour son économie, sans être forcément libéral ou non libéral. Je respecte cela, même si je ne partage pas beaucoup de ses décisions. Mais je respecte qu'il défende les Américains.
Moi aussi. C'est un sujet très délicat, tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Et en parlant de liberté d'expression, où est la limite? Qu'est-ce qu'un délit de haine? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Les médias jouent ici un rôle très important. Très important. Tu as décidé d'ouvrir avec notre cher ami Victor un média en Andorre, n'est-ce pas? Oui, c'est encore une idée de Victor, tout le mérite lui revient. Cela faisait des mois que Victor insistait pour qu'on fasse ça. Et moi, ça faisait des mois que je lui disais « calme-toi, parce que je pense que tu vas un peu trop vite ». Comment lancer un journal numérique sans connaître le journalisme numérique? Mais on sait quand même certaines choses. Hein? D'abord, on sait certaines choses, puis on a trouvé la personne pour diriger le journal. Donc, un journaliste crédible qui fait ce métier depuis des années et qui nous soutient dans tout ça, alors on a créé ça. Ça s'appelle la Beliura, qui signifie la voie libre en catalan. Nous discutons de l'actualité économique, politique et sociale en Andorre et à l'international. En fait, je dis toujours que c'est comme un projet annexe, non? On va voir comment ça marche, comment ça évolue, et un jour, on va l'élargir. Si c'est possible, à d'autres régions, enfin non, comme ça pourrait être l'Espagne ou la Catalogne. Écoute, le plan initial doit être de s'étendre à l'Espagne. Est-ce qu'il faut des journaux de droite ou libéraux? Oui. Il n'y en a pas. Non, écoute, moi je te dis que je pense que c'est positif. En Andorre, beaucoup de rumeurs circulent sur ce sujet. Vont-ils soutenir un parti politique? Non. C'est simplement un média supplémentaire. Plus il y en a, mieux c'est, car cela permet de comparer des informations entre différentes sources. Au final, tu peux nous croire ou croire quelqu'un d'autre, mais tu as plusieurs points de vue, je trouve cela positif. Désormais, chacun est libre de lire ou non notre journal. Aucun souci, c'est une expérience très sympa. En fait, c'est un projet très intéressant qui vise précisément à entrer dans une industrie qui est clé dans la politique, dans l'économie, dans la société. On l'a toujours appelé le quatrième pouvoir. Oui, pourquoi l'est-il? Ce n'est plus le cas? Que penses-tu du quatrième pouvoir en Espagne? Quel quatrième pouvoir en Espagne? Tu parles des médias? La presse est censée être celle qui défie constamment le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Clairement, Mais ce n'est plus le cas. Maintenant, ce sont des putes. les journalistes sont devenus des propagandistes. Je l'ai aussi mentionné lors de l'interview à la télé en Andorre. C'est que la presse, chacun a ses propres intérêts. Je sais qui ils vont soutenir, je sais comment ils vont présenter la nouvelle, et je sais pourquoi ils vont le faire. Au moment où l'utilisateur est capable d'anticiper quelle nouvelle le journal va publier et comment il va la présenter, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Effectivement, chaque média est lié à un parti et sert de machine de propagande, ce qui pose problème. Parce que si le journaliste ne critique pas ce que fait le politicien, et peu importe que tu t'appelles Vito Quiles ou peu importe ton nom, d'accord? Mais si le journaliste ne critique pas ce que fait le politicien, il n'y a pas de contrôle médiatique, et s'il n'y a pas de contrôle médiatique, il ne reste qu'une seule sauvegarde du contrôle médiatique, ce sont les influenceurs, c'est-à-dire un youtubeur. Par exemple, un homme blanc hétéro parle politique librement sans rien devoir à personne. C'est un exemple clair que lorsque je veux voir une information d'un point de vue moins biaisé par un média. Sergio commente, explique et compare une actualité. Tu peux l'aimer ou non, mais il parle de ça. Victor, tu le fais ici aussi. Et chez Spicy, quand on me laisse, on essaie aussi. Les salauds de Spicy. S'il te plaît. Laissez-le parler. Arrêtez de parler à Marc. Il a beaucoup de choses à dire, mec. Mais je pense que c'est important et je pense que la presse a beaucoup de pouvoir. Mais tant qu'il y aura ce qu'on appelle la publicité institutionnelle, qui n'est rien d'autre qu'un pot de vin du gouvernement aux médias. Pour les contrôler, aucune liberté d'information ne sera accordée. La dépendance s'installe à nouveau. Si ton média dépend d'une aide publique ou de la publicité institutionnelle, ce qui revient au même avec quelques fioritures. Tu n'es pas libre, et si tu n'es pas libre, tu dépends, et si tu dépends, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas dire ce que tu penses ou ce que tu veux. Tu dois dire ce que ton patron, qui est le gouvernement, te dit de dire. Et il y a des journalistes qui ont dit « Pedro Sanchez m'a appelé pour me dire ce que je vais mettre en une », littéralement. Alors putain, qu'est-ce que tu veux de plus? Et ensuite, quand un média essaie de prendre ses distances, il a des problèmes de réputation, des problèmes de financement, etc., etc. En somme, quels sont les 5 conseils que tu donnerais à un jeune Espagnol qui a envie de réussir dans la vie? 5 conseils. Voyons, je ne suis pas vraiment du genre à donner des conseils, et je ne pense pas non plus être la bonne personne pour le faire. Même si j'ai très bien réussi, mais c'est moi qui ai très bien réussi. As-tu la vie réglée à 35 ans? Conrad, Tu es en position de donner des conseils. Évidemment, je te le demande. Pour moi, tu donnes des conseils. eh bien, voyons. Quand on te les demande, ils sont toujours les bienvenus. Je vais te dire ce qui a bien marché pour moi, mais qui ne marche pas forcément pour d'autres. Écoute, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup étudié.
J'étais vraiment un mauvais élève, mais surtout quand je suis arrivé au lycée et encore plus à la fac, je me suis vraiment mis au travail. Être formé, c'est acquérir des connaissances, ce qui te donne une valeur ajoutée, et c'est essentiel. Se former à l'université ou ailleurs, tu peux te former à un métier, tu peux te former sur YouTube. Sur YouTube, tu as des formations incroyables, gratuites. Et Tu apprends beaucoup sur un sujet. Il est essentiel de bien choisir sa formation. Mon ami expert en géologie connaît bien les pierres, mais ne gagne rien et est très triste. Au final, chacun étudie au moins lors de sa première formation pour trouver un métier. Alors qu'on te dira, n'étudie pas ce que tu aimes, non, n'étudie pas ce que tu veux, non, étudie ce qui va t'être utile pour demain. Travaille et assure-toi un emploi, puis tu pourras étudier ce que tu veux. Pour l'instant, privilégie ce qui te plaît et donne un avenir professionnel. développe une compétence recherchée sur le marché du travail. Exactement. Le troisième conseil, c'est qu'une fois que tu as la formation et que tu trouves un travail, travaille dur, travaille très dur et fais tes preuves, parce qu'au final, un diplôme ne vaut rien. C'est-à-dire, un diplôme est une condition nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Quand on arrive avec son diplôme, je dis, tu dois travailler et prouver ta valeur, sinon ici, tu n'es personne. Et je pense qu'il est très important que les gens aient la patience de montrer à leur chef de quoi ils sont capables. Et ensuite, tu demandes une augmentation. Mais d'abord, tu fais tes preuves, ne demande pas tout de suite, donne d'abord et ensuite demande. Je pense que c'est important, surtout pour les plus jeunes, ce point est difficile. Quatrièmement, une fois que tu as un emploi, que tu travailles et gagnes de l'argent. Épargne, épargne et investis, parce que l'épargne est fondamentale, mais si tu n'investis pas, l'argent perd de la valeur chaque année. Il n'y a pas que l'inflation. L'inflation est l'un des problèmes, mais bon, l'argent se déprécie, c'est-à-dire que tu dois lui donner une certaine utilité. Je ne te dis pas de suivre un cours de trading, mais d'être conscient qu'il faut agir avec l'argent. D'abord, génère-le, puis épargne-le, ensuite gère-le. Le cinquième conseil le plus fou, c'est sois heureux. Si entreprendre te rend heureux, fais-le, sinon sois fonctionnaire si c'est ce qui te rend heureux. Prépare les concours, ça m'est égal. Prépare les concours, s'il faut de bons fonctionnaires, prépare les concours. Quoi que tu fasses, fais-le avec amour, envie et passion. Sinon, ta vie sera une vraie merde. Ceux qui n'aiment pas leur travail et font la tête toute la journée, changez de boulot, trouvez ce qui vous rend heureux. Ne reste pas là, ce n'est pas « je dois être ici ». Débrouille-toi dans la vie. Il y a des options, il y a des décisions que tu peux prendre pour être heureux. Mec, alors cherche en une, prends la bonne décision et essaye d'être heureux. Ce seraient mes 5 conseils de vie. Ils ont été très bons. Et je vais terminer avec décris-moi Pedro Sanchez, je sais que tu l'adores. Je dis toujours que Pedro Sanchez était mon directeur commercial. Je te le demande car tu l'as souvent dit. Il fait si mal, avec tous les entrepreneurs en Andorre. Il me paie, je gagne bien ma vie. Non, je ne fais pas de pub, c'est lui qui m'en fait. Pedro Sanchez est quelqu'un avec qui j'aimerais dîner et discuter. Il me semble très intéressant. Son histoire est incroyable. Il se fait virer, revient au parti, reprend le contrôle et se finance avec de l'argent. De son beau-père, qui possède des bordels ou je ne sais pas trop quoi. Il a des saunas gays ou des trucs comme ça là-bas? Incroyable. Et comment il arrive au pouvoir et comment il nomme ses bras droits. Comment peut-on avoir son frère et sa femme corrompus? C'est spectaculaire, une figure vraiment passionnante selon moi, et je te le dis intellectuellement. J'aimerais le rencontrer et parler avec lui parce que je l'admire. Il est machiavélique. À l'extrême? C'est incroyable. J'ai toujours admiré Pablo Iglesias, que je trouve brillant, mais Pedro l'est encore plus. Car Pablo n'a qu'une petite maison de campagne, etc. Et maintenant, il emmène ses enfants à l'école privée et tout ça. C'est cool, mais ça, c'est la deuxième division. Celui qui est en première division, c'est Pedro. Pedro a reçu un prix de Bill Gates pour le progrès de l'année. C'est incroyable, Pedro. Je te le dis franchement, si ça ne faisait pas autant de mal, c'est vrai que c'est digne d'un film. Faut-il admirer ce fils de pute? Comment a-t-il tenu le coup? Comment a-t-il surfé? Comment garde-t-il la santé, la forme physique? Mais ce salaud s'accroche comme une moule. Et en plus, je te le dis clairement, il est malin, intelligent. Et il est en train de passer des accords avec Bildu, avec Esquerra Republicana. Il passe des accords avec tout le monde pour rester au pouvoir. Et il n'a pas d'idée. Et il a dit à de nombreuses reprises qu'il ne ferait pas d'accord, et il en a fait, et il est toujours là. Il s'en fiche et personne ne demande ce qui se passe. Il est brillant et illustre qu'en se battant, on obtient ce qu'on veut. Putain, tu es président, tu tiens bon, et il restera jusqu'à la fin de son mandat. Je respecte ça. Évidemment, au détriment de l'économie, de la société, de la paix sociale. Tout le monde nuit à tout le monde. Si ce n'était pas parce que ça nuit à tout le monde, il l'aurait déjà fait. Top, 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 j'aime vraiment finir avec ce sujet. Ces derniers temps, je commence déjà à tomber un peu le masque. Je suis toujours resté très neutre sur ce sujet.
Mais là, il n'y a vraiment plus rien à en tirer. Qu'en pensez-vous? Pourquoi les libéraux? Pourquoi le camp Millet, le camp Trumpiste, le camp bordel? J'ai aussi beaucoup de points communs avec eux, mais je ne prends pas la grosse tête pour dire que ce qui se passe en Palestine est une véritable barbarie. Pourquoi y a-t-il ce paradoxe où le camp libéral semble vouloir détourner le regard? Que penser d'Israël et de ces massacres? Je comprends mal car la gauche soutient la Palestine et la droite Israël. Ma théorie, c'est que tout ça vise à nous diviser. Mais je ne comprends pas. Je veux dire, je ne comprends pas pourquoi et je ne vois pas le rapport, tu vois? Enfin bon, essayons de nous en tenir aux faits. Le fait est qu'il y a des gens qui meurent, et ça, c'est mauvais, d'accord? Je demande l'arrêt immédiat du conflit, que les uns libèrent les otages et que les autres cessent de tuer, d'accord? Je pense que c'est fondamental parce qu'après tant de technologie, tant de science, tant de tout, je trouve hallucinant qu'on ne puisse pas trouver d'accord et de solutions sans tuer des gens. Non, c'est la première chose, c'est-à-dire je plaide pour la paix, je t'ai déjà dit tout à l'heure que la guerre, c'est une perte de temps qui profite seulement aux vendeurs et financeurs d'armes, personne d'autre n'en bénéficie. Israël représente les riches et puissants, la Palestine les pauvres et faibles. Dans ce schéma, je comprends. Et je comprends aussi qu'il faut toujours essayer de soutenir le plus faible, et sur ce point aussi je comprends. Mais on joue beaucoup à la politique avec Israël et la Palestine. Mec, je pense qu'ils se moquent des enfants palestiniens et n'utilisent que la Palestine ou son drapeau que quand cela les arrange. Et ton frère Pedro Sanchez, pas la Palestine, ta femme Pedro Sanchez, la Palestine. À chaque sujet, il brandit le drapeau palestinien. Et c'est plus une excuse ou un nouveau message, plus pour se protéger que par un réel intérêt. La flotillaise, là, incroyable pour la Palestine. Ah, ils font la fête? Je te le dis aussi, le niveau de simulation auquel on arrive est incroyable. La Barbie Gaza, tu l'as vue là-bas? Oui, oui. Non, c'est pas vrai. Oui. Putain. Frère, il est aussi accro? Non, non. Franchement, mec, ils prennent une cause qui semble noble au premier abord, qui peut te faire dire putain. Oui. Oui, et attention, la cause palestinienne n'est pas la cause du Hamas. Il faut aussi savoir distinguer les deux choses ici. Ce type, c'est un même mec? Oui, je te le dis. Je suis d'accord pour que les hostilités cessent des deux côtés. Je pense que les Nations Unies et Andorre ont signé ce communiqué. Il a dit que si la Palestine libérait les otages, Israël reconnaîtrait l'État de Palestine. Il y a donc un point de confrontation et de négociation, non? Je pense que je suis totalement d'accord pour que les hostilités cessent immédiatement et qu'Israël doit arrêter d'attaquer la Palestine. Je pense aussi que la Palestine devrait libérer les otages israéliens. Et au final, mec, il faut parler. On est en 2025, mec. Une espèce qui a beaucoup évolué. On a le guide, la science. On guérit le cancer, on envoie des fusées dans l'espace. Tu dis qu'on ne peut pas trouver un accord ni s'asseoir sans s'entretuer. Mec, pardon, je veux pas faire le philosophe ni le hippie, mais arrêtons de nous entretuer, s'il vous plaît. Pour moi, c'est ça le point clé. Et à partir de là, quelle solution proposes-tu au problème de Gaza? C'est une autre question parce qu'on préconise la solution des deux États. Mais pour moi, c'est très clair, et là, je vais devoir me documenter un peu plus pour savoir si ce droit existe vraiment ou non. Je ne suis pas très sûr de la... Sujet très complexe. C'est clair? Et cette terre est en guerre depuis toute l'histoire de l'humanité La terre de Jésus Thillot? pour une croisade templière afin qu'elle retourne aux chrétiens. Eh bien, Seul le Christ peut rétablir l'ordre. eh bien, C'est à moi. de nombreux morts pour le Christ lors de ces guerres ne se battaient pas pour lui, mais pour le pouvoir. Eh bien, Je te dis aussi que les croisades étaient un mouvement défensif de la chrétienté, parce qu'en réalité, l'islam, déjà avec le prophète Mohammed, s'est répandu par l'épée dans toute la péninsule arabique. Ils arrivent aux frontières de l'Empire byzantin et, une fois là-bas, ils commencent à harceler l'Empire byzantin et conquièrent de nombreux territoires. Ils conquièrent la Terre Sainte. Et là, ils ont dit, attends. mais regarde. L'islam veut conquérir et imposer, et tout ça, c'est vrai, mais le christianisme aussi a fait la même chose historiquement. Au final, oui, il l'a fait. Non, oh non, non, je ne vais pas dire. Le catholicisme ne s'est pas répandu par l'épée, ce n'est pas comme ça. Cela fait 350 ans qu'ils sont massacrés dans les arènes, c'est-à-dire que l'Empire romain se convertit au catholicisme. Après 3 siècles... Attention, je te dis, écoute, 3 siècles, ce n'est pas rien, bien sûr, quand tu le vois dans l'Antiquité, mais 3 siècles, imagine. Maintenant, oui. Oui, on parle de la Renaissance, pratiquement en 1700, le siècle d'or espagnol, mec. 3 siècles? Étant massacrés, étant persécutés, ils ont incendié Rome pour les accuser et les jeter au lion dans le Colisée. Oui, oui.
Persécution, mort, écorché, brûlé, crucifié, tête en bas. C'est ça le christianisme, puis il devient officiel, mais il ne s'étend pas par l'épée ensuite, et il devient mondial avec la conquête de l'Amérique. Regarde, si tu fais attention, ce que je veux dire, ce n'est pas dire que le christianisme c'est rien ou que l'islam c'est rien. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, l'être humain, peu importe. La religion, l'être humain. Certains humains cherchent à conquérir, à prendre le pouvoir en utilisant parfois la religion comme excuse. Je suis convaincu que les croisades, ce n'était pas une question religieuse, c'était autre chose, c'était une question de pouvoir. Et je pense qu'à ce stade de l'histoire, nous devrions déjà commencer à réfléchir et à nous demander, et est-ce que cela concerne vraiment une religion ou une autre, ou s'agit-il de pouvoir et de contrôle? De quoi s'agit-il vraiment? Et je pense que nous devrions, une bonne fois pour toutes, cesser les hostilités, cesser les guerres et ne justifier la violence que par la légitime défense. Mec, c'est la seule justification. Bien sûr que je suis en faveur de la violence, quand on réduit des gens en esclavage pour qu'ils puissent sortir de cet esclavage. Bien sûr que je suis pour. Mais se battre pour un territoire, mec, ça c'est du putain de pouvoir. C'est là que la légitime défense entre en jeu, parce que si on attaque ton territoire et que tu te défends, les guerres ne sont pas la guerre, c'est une partie inhérente à l'être humain et c'est quelque chose qu'on doit comprendre. J'aime ta vision, mais comme tu l'as dit, c'est assez hippie, non? Oui, oui. En fait, la plus longue période de prospérité et de paix mondiale que nous ayons connue a été après la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 2000. Et encore une fois, cela a recommencé après la chute des tours jumelles, qui est un sujet assez délicat. On peut commencer à dire qu'il y a eu de nouveau beaucoup de guerres dans le monde. Mais regarde pourquoi les hostilités ont cessé en 1945, parce que ces guerres ont été dévastatrices. Énormément de gens sont morts. Je veux dire, personne ne peut comprendre qu'une guerre soit bonne, personne ne peut comprendre ça. Les banquiers, Si tu veux, même les banquiers ne devraient pas penser qu'une guerre est bonne. s'ils signent des contrats comme en Ukraine, par exemple BlackRock, où ils se sont déjà assurés toute la reconstruction. Oui, si, par exemple, ils financent la Première Guerre mondiale, alors que personne ne sait vraiment quelle est la raison de la Première Guerre mondiale. Ils ont commencé à se tuer. Il y avait beaucoup de fonds de banquiers et de personnes d'origine spécifique, finançant des familles précises que je peux citer, comme Warburg ou Rothschild, ça ne me dérange pas de le dire, ils commencent à financer ici. Et ceci et cela, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'après je prends le contrôle? La Réserve fédérale a été créée en 1913, puis la Grande Guerre a débuté en 1914. Fais attention, sois très prudent, parce qu'il y a des gens qui ont le pouvoir d'appuyer sur certains boutons et qu'on commence à s'entretuer. Que la nature humaine soit véridique, tout comme le lion mange la gazelle, ça je le comprends. Putain, Je viens de me trahir. Mais que, après tant d'années de civilisation, il soit encore impossible de contenir cet instinct naturel, c'est ça qui me dérange. c'est un sujet philosophique très fort. Mais la civilisation se maintient par la force, sinon les incivilisés capables d'exercer la force vont tout dévorer. À la civilisation succédera la barbarie, et nous, les civilisés, devrons utiliser la force pour réimposer la civilisation. Employer la force nous rendra forts, la rejeter nous affaiblira, et les barbares nous rendront à l'incivilité. Pour finir, en revenant sur la force, l'invasion, etc., j'aimerais poser un sujet que j'ai noté, c'est que le politique et la société doivent leur existence à la société elle-même, non? Le président de l'Espagne doit défendre les intérêts de l'Espagne, mais pas ceux des Espagnols. Je remarque des politiques et mesures peu claires. Qui protège-t-il et défend-il? N'est-ce pas? Et je pense que dire cela et dire, écoute, d'abord, nous allons défendre notre peuple, nos voisins, les personnes qui sont proches de nous, et ensuite nous défendrons les autres. Ce n'est pas de l'extrême droite, peut-être un manque de solidarité, mais pas l'extrême droite. Et excusez-moi, mais moi, je défends d'abord mon frère avant un ami. Je défends d'abord un ami avant un inconnu. Et je défends d'abord un inconnu qui est proche de moi. Je préfère quelqu'un qui parle ma langue et partage ma culture. Ce n'est pas du racisme. C'est que tu protèges ceux qui t'est proches, tu protèges ceux que tu connais, et je pense que ce n'est pas mal. Marc, je vais te répondre pourquoi. Je trouve paradoxal que les politiciens en Espagne et en Europe défendent souvent des intérêts étrangers, et ce n'est pas propre à l'Espagne. Et peut-on parler du Royaume-Uni? Comment ça va? En train d'intervenir, Des gens en prison pour avoir parlé du remplacement en mettant des gens en prison pour des publications sur les réseaux sociaux à propos du problème migratoire. Et c'est que les nations européennes ont complètement perdu leur souveraineté. Nous n'avons pas de souveraineté nationale. Nous sommes redevables aux fonds d'investissement, aux grandes banques et à ceux qui nous contrôlent par la dette.
Cela n'arrivera jamais tant qu'on ne pourra pas dire « Écoute, je ne te dois plus d'argent, je suis libre et souverain », ce qu'ils refusent. C'est pour cela que des politiciens comme Pedro Sánchez sont formidables pour eux. Ils reçoivent des prix de Bill Gates et d'autres parce qu'au final, ils remplissent leur rôle de serviteurs de leur maître. En Espagne, ce n'est pas Pedro Sánchez, en France, pas Macron, au Royaume-Uni, pas Stalmer qui commande. C'est là que se trouve le problème. Et c'est là que Et là, qui commande? ce sont les grands fonds d'investissement qui commandent, C'est BlackRock qui commande, ce sont les banques centrales qui commandent. c'est la Réserve fédérale qui commande. Toi, il en reste une nuit, 4 ou 5, ce sont eux qui commandent et décident de ce qui va se passer. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Je crois qu'il y a déjà des mécanismes activés et qu'il y a un plan qui ne fonctionne pas comme ça. Je crois qu'il y a des gens qui font partie et qui sont des acteurs primordiaux dans ce film sans même le savoir. Je pense que les politiciens reçoivent un appel comme on l'a vu clairement pendant le Covid. Écoute, moi ça va avancer. Je ne veux pas que quelqu'un dise « Écoute, moi je vais laisser ma population faire ce qu'elle veut. Tu n'exerceras pas de pression avec les masques, les vaccins ou quoi que ce soit. » Aucun politicien européen de l'Union européenne n'a osé dire « Moi, je m'arrête » car les lobbies ont plus de pouvoir que les gouvernements. Le monde est une dictature corporatiste et c'est comme ça que je le vois. Donc moi j'ai effectivement une vision un peu plus conspirationniste. On pourrait l'appeler ainsi, même si je pense qu'elle est fondée sur des faits et non sur... Moi, je suis ami avec Enrique en exposant la vérité, je m'entends très bien avec lui, mais moi, je vois vraiment tout ça de façon beaucoup plus concrète, les pieds sur terre. Certains humains possèdent un pouvoir presque illimité dans ce monde. Ils utilisent leurs moyens de pression sur les nations qui sont aujourd'hui leurs vassaux. Heureusement, en Espagne, nous avons Pedro Sánchez, humble, honnête et responsable, donc je suis tranquille. C'est pour ça qu'on t'aime. Pedro Marx, ça a été une super émission, un plaisir. Ici, c'est toujours chez toi et on se voit le 5 au Forum économique d'Andorre qui sera déjà passé quand on publiera ça, pour parler franchement, mais l'année prochaine, on fera la promotion. Le Forum économique de Madrid. 2026, vous le ferez, il l'a déjà dit, et le Forum économique d'Andorre. 2026. Messieurs, ne ratez pas ces événements. Pour moi, l'essentiel, c'est le réseautage, les rencontres, l'ambiance, avec des entrepreneurs et des personnes partageant idées et valeurs. Alors Marc, Un plaisir, Jota. un plaisir messieurs. À bientôt dans le prochain épisode de La Factoria.